ancien membre du Conseil supérieur de la magistrature et avocat, entre autres. Il a été sollicité pour conduire les travaux de la sous-commission chargée de la rédaction de la Constitution de la Deuxième République de Côte d'Ivoire en 2000 et bien sûr, du Comité des experts de la Constitution de la Troisième République en 2016. Il est également auteur de plusieurs publications. Cet éminent membre de l'Académie des sciences des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines ASCAR depuis 2004. C'est cette personnalité que nous recevons aujourd'hui à notre émission Honneur à auteur, car il est auteur, comme je l'ai dit tantôt, de plusieurs publications. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur l'histoire du Conseil constitutionnel ivoirien, qui est une histoire qui date de 1994 à 2014. C'est de lui qu'il sera question aujourd'hui dans notre émission. C'est une personnalité que nous recevons. Vraiment, c'est un honneur de vous recevoir, professeur. Bonsoir. Bonsoir. Professeur, tout de suite, j'aimerais vous poser la question de savoir qu'est-ce que le Conseil de aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Bien, je suis à la retraite en tant qu'enseignant, mais je fais une petite prolongation à la haute autorité pour la bonne gouvernance, où je suis conseiller à la haute autorité. Alors, avant votre parcours, votre biographie, on n'a pas l'envie de vous mettre à la retraite. Mais vous êtes à la retraite d'enseignant, mais vous devez quand même apporter encore, continuer d'apporter plus à la Côte d'Ivoire, vos 75 grands sachants qui concernent le droit, surtout la Constitution. Alors tout de suite, professeur, dites-nous pourquoi avoir essayé de retracer l'histoire du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire. Mais d'abord, je voulais m'acquitter d'un devoir, celui de remercier l'équipe de Fraternité Matin de m'accompagner dans la diffusion de cet ouvrage que j'avais bien voulu que soit su et suffisamment connu de tous. Et je crois que la question que vous posez est tellement pertinente. J'ai siégé au Conseil constitutionnel et à l'époque, je crois que le problème est encore récurrent, on avait constaté que le Conseil constitutionnel était une institution peu ou mal connue du grand public et même des praticiens du droit. Donc, il fallait faire connaître le Conseil constitutionnel. Nous organisions souvent des journées portes ouvertes. Et lorsque je suis parti du Conseil constitutionnel en 2014, j'annonçais modestement qu'il était bon que je prenne la responsabilité d'écrire l'histoire du Conseil constitutionnel, notamment pour la période que je connais moins mal, c'est-à-dire depuis la création du premier Conseil constitutionnel jusqu'à 2014, c'est-à-dire date à laquelle je pars du Conseil constitutionnel. D'accord. Alors, nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire essayer de décortiquer plus ou moins votre œuvre. Ici, vous parlez d'une juridiction de type particulier. Il s'agit de quoi exactement? Le Conseil constitutionnel qui est le Conseil constitutionnel est un dérivé de la justice constitutionnelle et celle dont il émane désigne l'ensemble des institutions et techniques auxquelles est assurée sa restriction, la suprématie de la Constitution. Mais si vous dites que c'est une juridiction de type particulier, on peut le définir. Oui, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel, sa particularité, c'est qu'il ne s'insère pas dans la théologie de la séparation des trois pouvoirs, à savoir le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Il ne fait pas partie du pouvoir judiciaire. C'est une juridiction qui est née plus tard. Sa fonction, c'est effectivement de faire en sorte que chacun des pouvoirs reste dans sa compétence qui lui est constitutionnellement attribuée. Donc, il est gardien du principe de la séparation des pouvoirs, qui n'a pas toujours été un principe qui a été admis au niveau historique. Si cela vous intéresse, on peut peut-être en faire un clin d'œil. Mais que d'autre part, c'est une juridiction qui a pour spécificité aussi d'assurer la sincérité du scrutin, notamment de l'élection des membres du pouvoir public, plus particulièrement le président de la République, les députés et les sénateurs. Enfin,
elle est spéciale à cette juridiction, qu'on appelle la juridiction constitutionnelle, parce que sa décision qu'elle rend, est sans recours. C'est l'unique juridiction dont les décisions sont sans recours, sans appel. Effectivement, en Afrique, particulièrement en Côte d'Ivoire, après l'élection, comme on vient de le dire, quand on peut sur une élection législative, surtout présidentielle, tout de suite on dit, on attend le statut que le Conseil constitutionnel se prononce. Et c'est toujours le dernier recours. Alors, est-ce que le rôle du Conseil constitutionnel s'arrête uniquement à là? D'abord, il faut que ce soit bien compris au niveau de tous que le rôle du Conseil constitutionnel, ce n'est pas de donner à un pays un président de la République. En effet, l'élection, puisque nous sommes président de la République, l'élection du président de la République ne s'acquiert qu'à la suite de la conjugaison de deux éléments. D'un côté, nous avons ce qu'on appelle la légitimité, et de l'autre, il y a la légalité constitutionnelle. Concernant la légitimité, c'est l'électeur qui donne la légitimité à l'élu. Cette légitimité est exprimée par le corps électoral et portée à la connaissance de tous par la commission électorale indépendante. Qui, elle ne donne pas un président à un pays, elle dit au pays, provisoirement, voici celui qui a été élu. Ces résultats sont transmis au Conseil constitutionnel qui, lui, doit confirmer ou infirmer ces résultats. Si on constate que l'élection s'est déroulée conformément à la Constitution, conformément à la loi de la République, celui qui est élu est proclamé. Au contraire, s'il constate des irrégularités, eh bien, et que ces irrégularités-là sont de nature à entacher la sincérité du scrutin, eh bien, le Conseil décide d'aller en quelque sorte à l'encontre de la décision du corps électoral, puisque c'est la Constitution qui lui en donne le droit, en nul. Alors ça peut être une annulation partielle. S'il s'agit d'une annulation partielle, on procède à un redressement des résultats et on proclame celui qui est élu. Mais lorsqu'il se rend compte que ces irrégularités entachent vraiment grossièrement l'ensemble du scrutin, normalement, le Conseil constitutionnel doit annuler le scrutin. Mais le problème, c'est que vous savez, l'élection d'un président de la République, c'est le nation tout entière. Bien sûr. Et que c'est une élection qu'on attend depuis des années et que ça demande le concours de plusieurs volontés. Procéder à l'annulation d'un scrutin présidentiel, il faut vraiment que les faits soient établis au cours d'un lieu. Alors, avant de vous recevoir, nous avons traîné un peu notre bosse un peu partout, à travers les rues d'Abidjan. Il y a une personnalité que nous avons demandé de vous poser la question, est-ce que le Conseil constitutionnel est un organe politique? Non, c'est bien confirmé. Bon, c'est-à-dire que lorsque le Conseil constitutionnel est, comme je le dis, ne s'insère pas dans la trilogie des trois pouvoirs, et que le Conseil constitutionnel, celui dont nous héritons, c'est-à-dire si on prend la cosmogonie francophone, eh bien, ça avait au départ l'impression, on avait dit que c'était pour confiner le pouvoir législatif dans sa compétence pour ne pas heurter l'omnipotence du pouvoir exécutif. Bon, donc, on en a fait un organe politique par certains, mais en réalité, le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle et ceci a été clairement affirmé dans l'article 126 de la nouvelle Constitution pour que le débat soit définitivement clos. Alors, professeur, les membres du Conseil constitutionnel sont-ils des personnes comme tout autre ou ce sont des personnes assermentées du droit? C'est une belle remarque, en ce sens que beaucoup de juristes, il y en a certains qui les qualifient d'hommes extraterrestres, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont un peu dans un monde de bizarrerie, et que le Conseil constitutionnel serait une institution quelque peu bizarre, qui est composée de membres dont certains sont nommés et d'autres sont
ils sont à vie. C'est-à-dire qu'ils disposent d'un mandat viager, il faut dire qu'ils y sont dès lors qu'ils ont été les anciens présidents de la République, après leur mandat, acceptent de siéger au Conseil constitutionnel, ils restent jusqu'à la fin de leur vie. Alors que les membres nommés, si c'est un premier Conseil constitutionnel, certains sont nommés pour 3 ans et d'autres sont nommés pour 6 ans. De sorte que lorsque les 3 premiers finissent leur mandat, on nomme 3 autres qui eux, sont nommés pour 6 ans, de telle sorte qu'on a une alternance, qu'il y a toujours 3 anciens conseillers et 3 nouveaux pour que le conseiller puisse siéger, en plus du président qui est nommé également aussi pour 6 ans. Donc c'est un corps totalement spécial, un peu hybride, parce qu'on a des professionnels du droit, c'est-à-dire ceux qui sont nommés, et les présidents de la République, lorsqu'ils acceptent de siéger, qui sont des hommes politiques. Alors, dans votre ouvrage ici, parce que vous parlez de reste, qu'à l'inverse des cours suprêmes, qui peuvent connaître tous les contentieux, le Conseil constitutionnel n'a qu'une compétence d'attribution. Oui, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel n'a pas une compétence de pleine juridiction, n'a pas la plénitude de juridiction, je dirais, n'a pas la plénitude de juridiction, c'est-à-dire qu'il ne siège pas sur toutes les questions qui lui sont soumises. Et les questions qui lui sont soumises sont spécifiquement indiquées par la Constitution, mais aussi par la loi organique portant fonctionnement du Conseil constitutionnel. Donc le Conseil ne siège pas comme les autres juridictions sur toutes les questions. C'est vraiment des questions qui sont bien définies et que la saisine même du Conseil constitutionnel, elle ne peut pas être aussi saisie par tout citoyen, mais là, vous savez, de ce point de vue-là, notre juridiction a beaucoup évolué, puisque nous essayons de corriger depuis 2000 la non-saisine de l'institution par les citoyens, par le fait que nous avons ce qu'on appelle la saisine par voie d'exception. Donc, de sorte qu'on a d'une part les saisines par voie d'action qui sont directes, la saisine du président de la République, la saisine du président de l'Assemblée nationale, la saisine du président du Sénat, le 10e au moins des parlementaires ou 10e au moins des sénateurs, et puis nous avons le groupe parlementaire, et enfin la statue infra petita, en ce sens que vous lui soumettez 3 ou 4 problèmes dans un problème, dans un litige autant pour moi, vous lui soumettez 4 points et puis saisir un seul point sans examiner les 3 autres. Or, le juge ordinaire ne peut pas le faire. Mais ce que les deux ont en commun, c'est qu'ils ne peuvent pas statuer extra petita, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas statuer sur ce qu'on leur a pas demandé. D'accord. Alors, de façon générale, après celui que vous avez interviewé dans la rue, M. Ouattara, je me souviens bien, il a dit, demandez au professeur réellement quel est, chez nous en Afrique, quel est le rôle réel du Conseil constitutionnel. C'est cet organe-là qui est là uniquement que de valider ou invalider une élection, ou au-delà de ça, le Conseil constitutionnel a un rôle en ce qui concerne la gestion du pays. Oui, c'est-à-dire que dans les pays ou bien dans les jeunes démocraties, la fonction du Conseil constitutionnel est surdimensionnée dans sa fonction électorale. Or, dans les pays développés, où il n'y a plus de tricherie, il n'y a plus de problème pour les élections, le rôle du Conseil constitutionnel, c'est d'assurer la conformité de la loi à la Constitution. Donc, autrement dit, dans les pays africains, c'est le contentieux électoral qui est plus important. De telle sorte qu'on se pose souvent la question de savoir qu'est-ce que les membres du Conseil constitutionnel font après les élections. Cette fonction-là, c'est la seule fonction que le citoyen connaît. Alors qu'indépendamment de ça, le Conseil constitutionnel est régulièrement saisi pour assurer la conformité de la loi à la Constitution, pour assurer la conformité des traités internationaux avant ratification de la Constitution. Et cette fonction est peu connue du grand public. Alors, tout à l'heure, vous avez dit que parmi les membres du Conseil constitutionnel, il y a ceux qui sont désignés par le président de la République. C'est ça? C'est ça. Il y en a qui sont proposés et désignés par le président. Il y en a qui sont proposés par le président du Sénat et le président du Conseil constitutionnel, le président de l'Assemblée nationale est nommé par le président.
et il y en a qui sont directement proposés, nommés directement par le président de la République. Donc il y a ceux que le président nomme directement, il y a ceux que le président nomme sur proposition du président du Sénat et du président de l'Assemblée nationale. D'accord. De façon générale, l'histoire du Conseil constitutionnel ivoirien que depuis 1994 à 2014, sans toutefois avoir lu le livre, une personne qui nous a rencontré également nous a demandé de demander au professeur s'il était question que le professeur retrace en un mot ce livre. Qu'est-ce qu'il dirait? D'abord, moi je ne suis pas un historien. Bien sûr. Je n'ai pas la prétention d'être historien. Ce que j'ai emprunté aux historiens, c'est la chronologie, en disant de 1994 à 2014. Mais je n'expose pas les événements en tant que tels. Bien sûr. Ce que j'ai voulu exprimer ici, c'est de dire que le Conseil constitutionnel est une juridiction constitutionnelle. C'est une institution qui est très jeune, qui est jeune par rapport aux autres juridictions qui existent, judiciaires, et que le Conseil constitutionnel, dans notre propre histoire, apparaît un peu comme Lazare de Béthanie. C'est-à-dire qu'au départ, c'était la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême qui faisait office de Conseil constitutionnel. Et puis en 1994, lorsque le Conseil est créé, eh bien, le Conseil s'est substitué à la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême. Le Conseil est créé et le Conseil a disparu. À la suite du coup d'État de 1999. Et puis, le Conseil est revenu à la vie, comme Lazare, en 2003, avec la Constitution de 2000, et puis a vacillé. Le Conseil a vacillé dans sa composition avec la crise post-électorale de 2011, et le Conseil a retrouvé son élan depuis 2011, et on espère qu'avec la nouvelle Constitution, le Conseil constitutionnel est fait pour durer et perdurer. Alors, Président, c'est vrai, les membres du Conseil constitutionnel sont des personnalités à respecter, mais en même temps aussi, est-ce que ces personnalités qui ont été choisies ou nommées, est-ce qu'on peut bien, c'est-à-dire par rapport à une faute commise, une faute grave, est-ce que ces personnes ont peut-être démis de leurs fonctions, ou bien elles ont aussi ce qu'on appelle la limité diplomatique ou chose? Oui, les membres du Conseil constitutionnel sont protégés parce que quand même, vous savez, d'abord, ce sont des citoyens comme tout le monde, mais ce sont pas des citoyens ordinaires parce que leur responsabilité est trop grande. Comme j'aime bien le dire, lorsqu'on rend des décisions à la justice, tous les jours, la Cour suprême rend des décisions, mais combien d'entre nous sommes au courant que la Cour suprême a rendu des décisions? Et lorsque la justice rend une décision, une des parties qui se sent lésée peut considérer que c'est une injustice de la justice. Mais combien d'entre nous sommes informés de cette décision? Alors que, vous voyez, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il rend une décision, on a vu, la seule décision qui a été rendue en 2011 a mené la guerre. Oui, effectivement. Je ne fais pas de commentaires sur la suite, mais vous ne doit pas se tromper parce qu'il doit être considéré comme des super-hommes, car la décision qu'ils prennent, les conséquences sont souvent incalculables sur la marche, la cohésion de la société. Donc ils n'ont pas droit à se tromper. Alors, le seul bémol, c'est-à-dire que si les membres du Conseil constitutionnel ont tout mis en œuvre et malgré tout, ils se sont trompés, alors on dira qu'ils se sont trompés de bonne foi. Mais ce qu'on peut reprocher aux membres du Conseil constitutionnel, c'est de ne pas tout mettre en œuvre et se tromper. Là, c'est inadmissible. Sous nos cieux ici, on dit que le Conseil constitutionnel, c'est un organe au-dessus de la loi. Est-ce vrai, professeur? Comme vous venez de le dire, nous avons connu en 2011 la décision du Conseil constitutionnel qui, après que les lois n'ont pas compris, et qui a amené ce que nous avons connu. Mais la question est de savoir, est-ce que le Conseil constitutionnel
les membres du conseil constitutionnel sont libres de travailler comme il se doit. Ils ne sont pas inféodés ou en dessous de quelqu'un qui doit leur dicter des choses à faire, des décisions à prendre. Est-ce que les membres du conseil constitutionnel sont vraiment libres de travailler comme il doit, de donner des jugements, de dire oui quand c'est oui, de dire non quand c'est non, sans être, comment je peux appeler ça, touché ou appelé? D'abord, vous comprenez que le Conseil constitutionnel, on dit de lui que c'est la juridiction des juridictions. Ce n'est pas que le Conseil constitutionnel seul supérieur hiérarchie des autres juridictions de la hiérarchie, mais c'est le Conseil qui contrôle la loi qu'applique le juge, quel qu'il soit. Vous voyez, quel qu'il soit, le juge est la bouche de la loi. Alors que le Conseil, la norme suprême, c'est la Constitution, c'est celle-là que la seule personne, le seul organe juridictionnel habilité à interpréter pour contrôler la loi, c'est bien un membre du Conseil constitutionnel ou le Conseil constitutionnel. Donc c'est la juridiction des juridictions. Maintenant, comme vous le dites, la loi, quelles sont les limites des pouvoirs du Conseil constitutionnel? Ça, en fait, c'est la question que vous posez. Oui, mais c'est le pouvoir constitutionnel, c'est-à-dire le peuple qui lui donne cette compétence. Il lui donne cette compétence et je pense qu'il a toutes les garanties. À mon avis, moi j'ai siégé au Conseil constitutionnel, je considère que sur le plan matériel, le membre du Conseil constitutionnel est à l'abri des besoins. À l'abri des besoins. Alors évidemment, celui qui n'est jamais rassasié dira que le traitement du membre du Conseil constitutionnel est insuffisant. Mais moi, pour ma part, vraiment, il est à l'abri des besoins. Et si ça va se compromettre dans des choses, c'est qu'il aura voulu. Je crois que vraiment, on est à l'abri des besoins. On ne peut pas parler pour n'importe quoi se compromettre. Et je crois que, deuxièmement, les membres du Conseil constitutionnel, généralement, sont des gens qui ont quand même prouvé ailleurs. Ce sont des gens d'expérience, des gens de bonne moralité, qui ont de haute qualité. Mais attention, vous voyez, quand on regarde la Constitution, au fond, ils étaient tellement protégés par la Constitution que la nouvelle Constitution dit non. Ils ne sont pas au-dessus de la loi. De telle sorte que, vous voyez, quand vous lisez la nouvelle Constitution, lorsqu'ils sont pris en flagrant délit, ils seront jugés comme juges. Parce qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Les décisions qu'ils prennent sont au-dessus de la loi, mais les membres du Conseil constitutionnel eux-mêmes ne sont pas au-dessus de la loi. Ils sont justiciables comme tout le monde. Donc, s'ils commettent une infraction, si c'est une infraction qui est, par exemple, parfois ça peut relever des règles de compatibilité, etc., ils seront destitués, ils seront révoqués. Le président de la République peut les révoquer lorsqu'ils commettent mais sur proposition du Conseil constitutionnel. Mais le président de la République ne peut pas mettre en cause leur fonction lorsqu'ils ont été nommés, quand ils ont un mandat, ils doivent aller jusqu'à la fin de leur mandat. Ça c'est vraiment jusqu'à la fin de leur mandat. On ne peut pas les changer, on ne peut pas les affecter ou on les affectera. De ce point de vue-là, je pense que les membres du Conseil constitutionnel bénéficient de suffisamment de garanties matérielles, de garanties aussi au point de vue de la protection. Ils sont assimilés à des magistrats. Donc, de ce point de vue-là, l'État les protège. Et à mon avis, comme je l'ai dit, c'est des hommes, c'est un corps humain, ce sont des hommes comme tout le monde, comme Socrate est mortel. On dira que, oui, les membres du Conseil constitutionnel ont le droit de se tromper, mais ils ne peuvent pas se tromper. Encore j'insiste, ils ne peuvent pas se tromper et ils n'ont pas le droit de se tromper parce que la décision qu'ils rendent, l'impact est incalculable pour le fonctionnement de l'État, surtout lorsqu'il s'agit des élections présidentielles. À ce niveau, ils ont obligation de réserve. C'est comme ça. Bien sûr. Vous voyez que moi-même qui parle, même n'étant plus Conseil constitutionnel, j'ai l'obligation de réserve. Et je crois que c'est nécessaire d'avoir cette obligation de réserve. Parce qu'on ne peut pas tout gagner dans la vie. Vous avez vous exercer une fonction, lorsque vous exercez une certaine fonction, vous devez avoir aussi une certaine hauteur. Et vous voyez que quand vous avez lu mon ouvrage, vous ne voyez pas en train de déballer tous les petits secrets.
Effectivement. constitutionnel, parce qu'il y a des limites à respecter. Et moi, je m'abstiens à cela. Et comme vous l'avez écrit ici, il y a aussi le principe du secret professionnel. Oui, on va quand même à donner des délibérations du conseil pour nos étudiants. En tout cas, mesdames et messieurs, nous avons été vraiment très heureux d'avoir reçu ici le professeur Ouragaoubou. On peut vous le dire, cette œuvre est sortie depuis 2016. Oui, c'est ça. Depuis 2016, nous sommes en 2020, 4 ans. Elle s'est bien sur le marché, surtout qu'elle est éditée par Fatima Télévision. Information prise, l'ouvrage est vendu comme le petit pain, mais ce n'est pas suffisant. On peut le dire, c'est purement pédagogique. C'est un ouvrage qui enseigne, en même temps qui informe. Nous vous invitons, mesdames et messieurs, à vous en procurer. L'histoire du Conseil constitutionnel ivoirien. Cette œuvre vous permet de savoir tout en apprenant et en même temps en vous informant. Professeur, nous avons laissé dire votre dernier mot, surtout sur votre ouvrage, pour que les Ivoiriens, d'ici d'ailleurs, ceux qui nous regardent à Abidjan et surtout à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, puissent s'en procurer. Merci. Je dirais simplement que cet ouvrage est la porte qui ouvre à l'arrivée d'un autre ouvrage qui est en préparation sur le contentieux constitutionnel. Très bien. C'est-à-dire que là, on va porter sur le contrôle de constitutionnalité, et je crois qu'il paraîtra probablement l'année prochaine, et puis l'autre qui portera sur le contentieux des élections. C'est très important, le contentieux des élections, maintenant qu'on est ici, oui, ça va aider les Ivoiriens à comprendre. Mais vous savez, j'en ai déjà publié un, c'est ça, j'aurais écrit un pour un code électoral, j'en ai déjà publié, donc cette fois-ci, j'ai pensé privilégier le contrôle de constitutionnalité qui est moins connu des Ivoiriens. Professeur, merci beaucoup. Moi, tu vous remercie. Merci. Chers internautes, maintenant nous avons suivi, il est là, il est encore disponible dans des librairies, surtout. N'hésitez pas, Histoire du Conseil constitutionnel ivoirien, c'est un ouvrage qui vous enseigne et vous informe surtout sur le droit. C'est un cours complet. Merci, à bientôt. Merci.